Madame, Monsieur, bonsoir. Escalade en Bosnie avec tout d'abord la destruction d'un chasseur bombardier britannique qui patrouillait au-dessus de l'enclave musulmane de Goradje. Le pilote est sain et sauf. Et puis, tout au long de l'après-midi, des rumeurs de frappes aériennes de la part de l'OTAN démenties officiellement il y a quelques instants. Selon d'autres témoignages, les blindés serbes seraient entrés dans la ville de Goradje après avoir commencé leur progression en tout début d'après-midi. Précision François Cornet. Après un pilonnage intensif de la ville depuis leur position sur les hauteurs dominant les rives de la Drina, les blindés serbes, filmés cet après-midi traversant les collines de l'enclave musulmane, ont fait mouvement vers Gorazde, soumis depuis 2 semaines à leur offensive. L'assaut est commandé par le général Mladic lui-même, commandant en chef de l'armée serbe bosniaque. Durant leur progression, ces forces serbes n'ont rencontré pratiquement aucune résistance. Devant le nombre de fantassins et de chars lourds, appuyés par l'artillerie, les défenseurs de Gorazde ont abandonné le périmètre de sécurité dans les faubourgs de la ville pour se replier vers le centre. À cette heure-ci, les Serbes seraient entrés dans Gorazde et auraient attaqué un par un à l'arme lourde les immeubles dans lesquels les forces bosniaques essaieraient de résister. C'est au cours de cette progression qu'un Sea Harrier britannique, avion de reconnaissance et d'attaque au sol, ayant décollé selon toute vraisemblance de ce porte-aéronef invincible croisant en Adriatique, a été abattu dans la zone. L'appareil volait à basse altitude mais n'avait pas ouvert le feu sur les colonnes serbes. Son pilote a pu s'éjecter, il a été récupéré sain et sauf en zone musulmane. Réaction immédiate de l'OTAN qui a fait décoller ses avions américains A-10, les tueurs de chars comme on les surnomme. Ces appareils, selon l'OTAN et l'ONU, n'auraient pas attaqué toutefois pour l'instant de cibles au sol, contrairement à ce qu'annonçait en fin d'après-midi la BBC. Quoi qu'il en soit, sur les bases de l'OTAN en Italie et sur les porte-avions alliés en Adriatique, les chasseurs bombardiers sont en alerte rouge. Et à Washington, le département d'État a confirmé qu'un entretien téléphonique sur la situation en Bosnie, bien évidemment, a eu lieu ce matin entre le chef de la diplomatie américaine, Warren Christopher, et le ministre russe des Affaires étrangères, Andreï Kosyrev, qui aurait donc été averti de l'imminence de nouvelles actions aériennes de l'OTAN. On l'a dit, il y a eu tout au long de l'après-midi des rumeurs très sérieuses de nouvelles frappes de l'OTAN sur certains chars serbes assaillant Gorazde, rumeurs qui ont été démenties tout à l'heure à Washington officiellement. Jean-Marc Ilouz, il semble qu'il y ait eu confusion. Eh bien écoutez, en fait, les informations que je vous cite sont de sources bien informées aux Nations Unies et non pas à Washington. Effectivement, des avions sont bien partis pour frapper 2 tanks, c'était la cible prévue, mais ces 2 tanks sont allés se réfugier sous le couvert du sous-bois. C'est la raison pour laquelle la frappe décidée n'a pas eu lieu. On ne sait pas si le Harrier britannique a été frappé en allant ou en revenant de cette mission avortée. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'heure où je vous parle, pour le Conseil de sécurité, la situation à Gorazde est toujours suffisamment sérieuse pour réclamer l'intervention de frappes aériennes. Merci beaucoup Jean-Marc. Après les premières frappes aériennes de l'OTAN contre les Serbes dimanche et lundi dernier, les Russes n'avaient pas caché leur vif mécontentement de n'avoir pas été au moins consultés. Nous retrouvons en direct de Moscou notre correspondant permanent, Dominique Derda. Dominique, l'émissaire spécial de Boris Eltsine est actuellement là-bas en Bosnie et manifestement les Russes n'entendent pas être des spectateurs passifs. Oui, absolument. Andrei Kozyrev à Belgrade, Vitaly Tchourkine à Palais, les Russes sont aujourd'hui encore et plus que jamais des intermédiaires indispensables entre l'ONU d'un côté et les Serbes de l'autre. Et cela pour une raison toute simple, les Russes sont les seuls qui aient encore la confiance des Serbes, pour des raisons historiques, des raisons culturelles, des raisons religieuses que l'on connaît. Tout cela y est évidemment pour quelque chose. En février, souvenez-vous, ce sont bien les Russes qui ont obtenu des Serbes qu'ils retirent leurs armes lourdes des hauteurs de Sarajevo avant l'expiration de l'ultimatum de l'OTAN. Lundi dernier, vous l'avez dit, n'ont pas du tout apprécié de ne pas avoir été consultés avant que l'OTAN ne frappe pour la première fois à Gorazde. Hier, les Américains priaient instamment les Russes d'intervenir, de faire quelque chose, d'user de leur influence auprès des Serbes, parce que la situation se détériorait à Gorazde. Aujourd'hui, les 2 ministres des Affaires étrangères, le Russe et l'Américain, se sont parlé longuement au téléphone. Et si Andrei Kozyrev est parti ce soir pour Belgrade, c'est pour dire, en quelque sorte, à Milosevic, vous savez, les frappes aériennes, on peut protester contre, on peut s'y opposer, mais on ne pourra pas les empêcher, alors prudence. Merci beaucoup Dominique Derda, vous étiez, je rappelle, en direct de Moscou. Philippe Arwar, il faut même rappeler qu'un chasseur bombardier britannique a été abattu cet après-midi dans le ciel de Gorazde et on a ce soir le sentiment malgré tout que le militaire est en train de prendre le pas sur l'action diplomatique. Vous avez raison, ce matin c'était l'option diplomatique qui prévalait à Gorazde alors que les Serbes encerclaient la ville. À la demande de l'ONU, les Russes devaient rechercher une solution
pouvant être la création d'une zone démilitarisée autour de Goražde, comme à Sarajevo. Et puis cet après-midi, quelque chose a changé. L'offensive militaire serbe a repris contre la ville. Un avion a été abattu et on vous l'a dit, l'OTAN a songé à procéder à des frappes aériennes. Mais on sait que l'ONU est réticente à ordonner ces raids aériens à cause des casques bleus qui sont au sol, même si la ville de Goražde est prise en tenaille par les Serbes. Cette fois donc, Moscou a été prévenu par les Américains de la possibilité donc de frappes aériennes, et le chef de la diplomatie russe, M. Kozyrev, on vous l'a dit, est à Belgrade pour essayer de renverser la vapeur. Il est évident qu'il sera maintenant plus compliqué de trouver une issue pacifique. De leur côté, les Bosniaques musulmans se plaignent que l'ONU n'a pas tout fait pour sauver Goražde, qui est pourtant une zone de sécurité. Alors la position française, comme celle de l'ONU, c'est qu'il est urgent de remettre tout le monde autour d'une table de négociation pour essayer de trouver une solution globale au conflit bosniaque. Merci Philippe Arouard. Bernard Kouchner, bonsoir. Nous avons invité essentiellement pour parler de la composition de la liste européenne socialiste. Nous en reparlerons tout à l'heure, mais bien sûr nous allons évoquer avec vous un certain nombre de dossiers internationaux, à commencer par celui de la Bosnie, que vous connaissez très bien. Quel est votre point de vue ce soir? Est-ce que l'OTAN doit multiplier les frappes aériennes vu ce qui se passe sur le terrain? Je crois que l'essentiel, c'est de protéger, s'il en est encore temps, la population de Goražde et ces gens par milliers qui se groupent dans le centre de la ville et qui risquent de mourir. Bien sûr, il faut une réunion, bien sûr, il faut une solution politique, bien sûr, la diplomatie est importante. Mais maintenant, oui ou non, et nous ne le savons pas très bien, l'offensive se poursuit-elle sur la ville? Si oui, il faut l'arrêter avant qu'il soit trop tard. Alors, s'il y a une vraie escalade militaire, si c'est un début de conflit, en tout cas une riposte ferme, le temps n'est plus à la critique, le temps n'est plus au regret, et je regrette pourtant qu'on soit intervenu trop tard. Le temps est à la fermeté et à la résolution, car devant la résolution des Serbes de poursuivre cette entreprise de purification ethnique, de nettoyer leur zone, nous devons répondre par une détermination de l'ensemble de la communauté internationale, bien sûr de l'ONU, de l'OTAN, de la France. Autre dossier dramatique, la guerre au Rwanda. Le Conseil de sécurité tente de négocier une trêve entre les forces gouvernementales et les rebelles. En attendant, après le départ des casques bleus belges et français, les combats, ou plus précisément les massacres, ont repris là-bas. Patrice Romden. À Kigali, le cessez-le-feu que les Nations Unies tentent d'arracher aux belligérants de la guerre civile n'est qu'un leurre. C'est à l'arme lourde que l'on se dispute le contrôle de l'aéroport. Simultanément, dans les rues où patrouillent les derniers soldats belges, les corps qui jonchent le sol témoignent de la violence qui régit les rapports entre Tutsis et Hutus. Les massacres continuent, témoignage d'un prêtre basé à 40 km de la capitale. Hier à 6h30, ils ont forcé toutes les portes, entrées dedans. Les portes de l'église. De l'église, d'un clos, de notre maison, tout c'était clôturé. Ils ont foncé tout et ils sont entrés dedans avec bombes, grenades, fusils et tout ça. Et après avec machette. Et nous avons vu les gens, les morts autour de nous, tout vous avez devant notre porte. Pressés et priés de quitter les lieux, les 400 casques bleus belges encore présents au Rwanda s'activent, car à tout moment, la piste de l'aéroport de Kigali risque d'être détruite, clouant les soldats au sol. Ils seraient alors pris au piège comme des rats face au sentiment anti-belge qui va croissant. La formule est signée Willy Claes, ministre belge des Affaires étrangères. Bernard Kouchner, les gouvernements français successifs ont soutenu l'ancien président rwandais qui a été assassiné, qui est mort dans son avion. On a un peu l'impression que ce malheureux pays maintenant est complètement abandonné à lui-même. Oui, mais là aussi sous d'autres cieux, conséquence de la haine, de l'intolérance, des massacres effrayants que nous prévoyons. Alors, d'abord, j'ai été très choqué qu'on évacue seulement les Blancs. Bien sûr, il fallait le faire et je félicite nos soldats. Mais laisser les habitants de cette ville être massacrés de telle manière, ça n'est pas supportable. Alors un jour, il faudra qu'on comprenne qu'un dispositif doit être mis en place pour prévenir ces massacres, pas pour arriver trop tard en permanence. Je sais qu'on ne peut pas prendre le monde entier dans ses bras. Ça s'appellera un jour le droit d'ingérence, c'est une toute nouvelle diplomatie au nom des droits de l'homme. Il faut le faire, parce que sinon, tous les jours, nous aurons des images de la sorte et tous les jours, nous aurons le cœur soulevé. En Italie, à noter tout d'abord la condamnation par la cour d'assises de Rome à 17 ans de prison, dont 5 avec sursis de Licio Gelli, l'ancien maître de la loge clandestine P2, impliqué, vous le savez, dans plusieurs scandales. Sur le plan politique, c'est un peu la confusion. Le grand vainqueur des dernières élections, Silvio Berlusconi, s'est un peu énervé aujourd'hui en menaçant la classe politique de nouvelles législatives.
ces candidats ne parvenant pas à se faire élire à la présidence du Sénat et à celle de la Chambre des députés. Il a fallu attendre 4 tours, la majorité relative, pour voir l'élection comme président de la Chambre d'une jeune femme de 31 ans, députée de la Ligue du Nord, et du candidat de Forza Italia au Sénat, élu à une seule voix. Alain Chalvron, vous êtes en direct avec nous de Rome. On a un peu l'impression qu'il y a un parfum de combinazione là-dessous. Écoutez, pas vraiment. Disons que pour l'Assemblée, les choses étaient assez claires. Irène Pivetti a été élue normalement au 4e tour de scrutin, à partir du moment où la majorité relative était simplement nécessaire. C'est quelqu'un de tout à fait inconnu, un jeune député, 31 ans, vous l'avez dit. Tout ce qu'on sait d'elle, c'est qu'elle est catholique un peu intégriste, elle est opposée à l'avortement, on dit même qu'elle serait un tantinet antisémite, ce qui fait grincer certaines dents. En revanche, là vous avez raison, les choses ont été beaucoup plus compliquées au Sénat. Carlos Cognamiglio a été élu à une seule voix près. À un moment, on pensait que son adversaire, l'ancien président du Sénat, Spadolini, était même élu, il était en train d'être félicité par ses collègues, et puis une voix miraculeuse est arrivée. Alors, qu'est-ce que ça montre? Ça montre tout simplement ce qu'on savait depuis longtemps, que Silvio Berlusconi n'a pas de majorité au Sénat, il lui manque 3 voix. Or, il faut savoir qu'en Italie, la Chambre et le Sénat ont exactement les mêmes pouvoirs. Il faut qu'ils soient toujours tout à fait d'accord. Alors, il lui manque 3 voix, il va falloir qu'il les trouve. Et alors, il y a 2 solutions. Ou bien il réussit à débaucher 3 voix au centre, par exemple, et à ce moment-là, il a une majorité, ou bien il faut qu'il marchande pour chaque projet de loi et qu'il obtienne une majorité à chaque coup, ce qui sera difficile. Et à ce moment-là, s'il y a blocage, eh bien oui, on peut retourner à des élections. Vous l'avez dit, Silvio Berlusconi n'exclut pas qu'on retourne à des élections. Ce serait alors un mauvais départ pour la Deuxième République italienne. Merci beaucoup Alain Chalvron. Est-ce que selon vous, il y a un danger de dérive fasciste avec un président du Conseil comme Silvio Berlusconi? En tout cas, il y a un danger de dérive avec ses alliés qui sont des fascistes. Et puis, on voit bien que cet homme n'a pas l'expérience, le poids, le calme suffisant pour mener un grand pays comme l'Italie. Non, le risque est revenu rôder en Europe avec ce genre de populisme, avec ce genre d'élection, comment dirais-je, au coup de flamme, et je crois qu'en effet, cette dérive est dangereuse. On l'a bien vu aujourd'hui, mais on le verra pour l'Italie plus tard. Alors, Silvio Berlusconi était quoi? C'était un homme qu'on connaissait bien, les Italiens avaient confiance en lui comme homme de télévision, et on s'aperçoit que ces alliances sont extrêmement dangereuses, voire scandaleuses. Bernard Kouchner, nous avons invité parce que le PS organise ce week-end une convention nationale sur l'Europe. Ordre du jour, l'adoption de la liste en principe définitive des socialistes pour ces élections européennes du 12 juin et l'adoption du même coup des textes qui serviront d'argumentaire pour cette campagne. Avant de vous retrouver, puisque vous êtes en 3e position sur cette liste au titre de personnalité extérieure, tout de suite le point de cette réunion avec Guylaine Chenu. Qu'un candidat sur 2 soit une candidate. C'était en octobre dernier, Michel Rocard lançait l'idée d'une liste un homme, une femme pour les européennes. Aujourd'hui, c'est chose faite. Après des semaines d'âpres négociations, le Conseil national devrait ce soir définitivement ratifier une liste de 87 candidats. Derrière Michel Rocard, le maire de Strasbourg, Catherine Trautmann, et quelques anciens ministres, Jack Lang, ainsi que Marie-Noëlle Lienemann, Elisabeth Guigou et Frédéric Bredin. On a des femmes de grande valeur dans le parti, mais c'est vrai que ça bousculait un petit peu les habitudes et que ça a pu choquer certains. Cette fois, les femmes n'ont pas eu à se battre, mais ce sont les courants qui ont fait leur réapparition. Il a fallu doser entre rocardiens, fabusiens et jospinistes. Il y a donc eu quelques mécontents. Comment voulez-vous faire une liste qui ne respecte pas les équilibres à l'intérieur d'un grand parti politique? C'est l'expression de la démocratie. Absent aujourd'hui, mais bien présent sur la liste, des personnalités comme le politologue Olivier Duhamel ou Bernard Kouchner en 3e position. Ça m'aurait déçu qu'il soit sur la liste de tapis, et le fait qu'il soit sur notre liste à nous est quelque chose de plus, je pense, sur la liste. Demain, les socialistes lanceront officiellement leur campagne et tenteront de répondre à 2 questions. Quel thème développer sur l'Europe et comment se comporter face aux listes de Jean-Pierre Chevènement et de Bernard Tapie. Bernard Kouchner, il y a quelques semaines, vous étiez pourtant bien tenté de monter votre propre liste autonome. Oui, j'ai été bien tenté, et puis on m'a aussi beaucoup sollicité. Et puis j'ai considéré que d'abord les idées comptaient, c'était l'Europe qui comptait, et puis la gauche, le renouveau de la gauche, l'élan de la gauche qui s'ébroue, qui revient, qui est crédible, et puis aussi Michel Rocard qui me le demandait. Et puis vous savez, j'aurais ajouté une 8e liste aux 7 listes qui se réclament de la gauche. Ça devenait un tout petit peu grotesque. Précisément, est-ce que selon vous, il y a un peu une menace menace tout à fait pacifique de la part de Bernard Tapie, qui est crédité, selon le dernier sondage Louis Harris JDD, de 8,5% des voix? Tiens, ça baisse déjà. Eh bien écoutez, j'étais crédité de 10. Je crois que ça ne veut rien dire pour le moment. Nous jugerons Bernard Tapie, qui est un
concurrent, mais pas un adversaire, sur ses idées, sur ce qu'il dira pendant la campagne. Parce que l'Europe, c'est pas simple. Vous avez parlé de populisme tout de même à propos de... J'ai parlé de populisme, et en effet, la dérive existe. Nous verrons ce qu'il en est. Mais je ne pense pas du tout la même chose de Bernard Tapie que de Silvio Berlusconi. J'ai parlé pour l'Italie d'une dérive, et là, il y a en effet des dangers de démagogie. Les Français jugeront. Mais l'Europe, c'est très difficile. Ça se faisait dans notre dos. Et maintenant, grâce, j'espère, à cette campagne, on va se poser un problème formidable, bouleversant. Comment faire une démocratie dont on a tant besoin avec 350 millions de personnes? C'est vraiment un rêve et c'est très nécessaire. Regardez votre journal. On a besoin de l'Europe. Le dialogue ne peut pas se faire entre les Russes et les Américains. On a besoin de l'Europe. On a besoin de l'Europe chez nous pour vaincre le chômage. On a besoin de l'Europe partout pour les droits de l'homme. Nous allons voir. Mais en tout cas, la gauche, il y a un an, n'était pas en l'état où elle se trouve maintenant, et personne n'aurait donné cher de cette liste future qui demain va être, j'espère, superbe à voir. Et superbe aussi parce qu'il y a un homme et une femme. Et voilà, et donc toute dernière question d'un mot, Jean-Paul Huchon dit que 20% ça serait un bon score, c'est votre avis? Je ne suis pas spécialiste de ces choses-là. Si nous avons de bonnes idées, on fera beaucoup plus. Et si nous n'avons pas de bonnes, et nous donnons une impression de division, ce que je ne crois pas, alors peut-être fera-t-on moins. Mais l'enjeu est beau. Merci Bernard Kouchner, nous aurons bien sûr l'occasion de vous retrouver pour ces élections qui ont lieu, je vous le rappelle, le 12 juin. Édouard Balladur a répondu par la négative à la proposition de Valéry Giscard d'Estaing de coupler les européennes du 12 juin avec un référendum sur la réduction du mandat présidentiel à 5 ans. Le Premier ministre explique qu'il est pour sa part tout à fait favorable au quinquennat, mais qu'il lui paraît difficile de mêler ces deux problèmes. Le ministre de l'Éducation, François Bayrou, a annoncé aujourd'hui l'ouverture du concours général aux filières de l'enseignement professionnel. Jusqu'à présent, ce prestigieux concours, créé il y a 130 ans, récompensait seulement les meilleurs des lycéens. Alors comment réagissent les jeunes concernés? Reportage dans un lycée professionnel dans le Nord. Chantal Quimerlin, Éric Delagneau. Visite au bac CAB, celui qui prépare à la construction et l'aménagement du bâtiment. Et ceux qui le présentent n'ont jamais été des forts en thème, bardés de diplômes. K1, K1, ils sont arrivés là après pas mal d'échecs scolaires. D'ailleurs, le concours général, comme tous les autres titres ronflants, ça ne les a jamais concernés. Bonjour, savez-vous ce que c'est le concours général? Non, pas du tout. Concours général, aucune idée sur la question exactement. Non, ça ne me dit rien. Perplexe. Mais après quelques minutes de nos très savantes explications, on est unanime. Le concours général pour honorer enfin des bacs pro, bien sûr, comprend. Ça pourrait être intéressant pour nous, ça pourrait prouver qu'on peut être au même niveau que les autres, quoi, qu'on n'est pas des nuls. Moins de complexe vis-à-vis des bacs. Et pour être candidat au concours général, les idées de chef-d'œuvre ne manquent pas. Moi, j'ai toujours rêvé de faire un escalier avec les limons, c'est-à-dire les petits poteaux qu'il y a, avec, en forme de notes de musique. Je voudrais apporter quelque chose de plus ou qui change de l'ordinaire. Une commode, par exemple, avec de beaux styles. Pas ce qu'on fait actuellement, panneaux de particules, où tout est carré, il n'y a pas de forme. Quelque chose d'assez joli. Et c'est bien la première fois qu'on se sent vraiment revalorisé. Ça nous permet d'être au même piédestal qu'un bac normal, quoi. Un peu de fierté, quoi. Beaucoup de fierté. Les bacs pro pourront décrocher cette grande récompense dès la session de juin 95. Hier à Marrakech, 124 pays ont signé solennellement les nouveaux accords du GATT prévoyant entre autres une baisse moyenne de 40% des tarifs douaniers. Bel exemple de la concurrence acharnée que se livrent certains producteurs sur le marché international. La bataille de la fraise est engagée. Les producteurs aquitains de gariguettes et de fraises rondes viennent en effet de créer un collectif syndical pour défendre leur profession face à la concurrence des Espagnols. Avec François Privat et Philippe Dumail, portrait d'un fraisiculteur du Lot-et-Garonne. Actuellement, il fait froid, il faut ramasser la fraise rouge. Le contraire de... Chez Gaby Bancon, comme chez la plupart des exploitants agricoles de Dordogne ou du Lot-et-Garonne, les fraises sont arrivées à maturité avec un bon mois d'avance. Alors, dans l'urgence, il faut les ramasser. On a eu une fin de mars avec une chaleur plus que de la moyenne. Ça a avancé vraiment la floraison et ça a avancé la maturité des fraises. Et on s'est retrouvé au début avril avec des fraises, ce qui est très rare dans la région, quoi. Cette année, c'est donc avec un peu d'avance que la fraise du sud-ouest se retrouve en concurrence avec la fraise espagnole. Aucune opération coup de poing n'a encore eu lieu sur les routes, mais la tension monte au fur et à mesure que les cours s'écroulent.
6 francs pour la fraise ronde, 20 pour la gariguette. Une fraise de qualité supérieure à la saveur très prononcée. Des prix d'achat bien en dessous des seuils de rentabilité. C'est difficile de pouvoir ouvrir un marché sur tout le territoire, surtout en fraises à gariguette. Et le peu de fraises rondes qui est arrivé aussi précoce se bute avec la concurrence de la fraise espagnole qui est en France. Et actuellement, on n'a pas de marché et on n'arrive pas à la placer parce que nous sommes trop chers par rapport aux fruits de revient par rapport à la fraise espagnole. Et pour se défendre, les fraisiculteurs aquitains viennent de créer un collectif syndical chargé de contrôler la part de fraises françaises et espagnoles distribuées par les centrales d'achat vers les supermarchés. Avec en filigrane la volonté d'enrayer les importations en provenance d'Andalousie, qui ont augmenté de 30% en moins de 4 ans. Je vous rappelle que c'est le médiateur européen dans le dossier du GATT, Sir Leon Brittan, qui sera demain midi l'invité de l'heure de vérité sur France 2. Opération Bienvenue à la ferme ce week-end. Environ 3000 exploitations accueillent actuellement les touristes, que ce soit en ferme auberge, en ferme d'accueil, en ferme équestre ou tout simplement en chambre d'hôte. Au jour d'aujourd'hui, le tourisme vert représente environ 10% du total du chiffre d'affaires de l'industrie touristique, avec parfois des effets pervers, comme vous allez le constater avec ce reportage de Jean-Yves Perrin et Philippe Montoisy dans le Lot-et-Garonne. Pour faire la tourtière comme au début du siècle, il faut un sacré coup de pâte. Et étirer, étirer, encore étirer. Tout le secret réside dans la finesse de la feuille. Serge tient cette recette de sa grand-mère. Il l'a remise au goût du jour depuis qu'il reçoit des clients dans la ferme familiale. Un plat rustique, comme les aiment les citadins stressés, friands de tourisme vert. Ils veulent pas voir nos fermes comme des musées, ils veulent voir nos fermes vivantes, et donc comme on vit tous les jours, parce que c'est pas un plat de musée, c'est un plat pour lequel on fait tous les jours. Ça fait 2 ans que les sommeliers, père, mère, fils et filles, ont investi dans le tourisme. 1 million de francs pour équiper une cuisine, rénover une salle de 30 couverts, 4 chambres d'hôtes et enfin construire une piscine. Fini l'accueil sommaire au coin d'une table. Les tarifs suivent, 100 francs le repas, 300 francs la nuit, l'équivalent d'un bon 2 étoiles. Autour de Montflanquin, ils sont 14 à faire comme les sommeliers. Dans le village, les pros du tourisme le sentent. Un hôtel a fermé, un autre est à vendre depuis 3 ans. Tous avouent une baisse de chiffre d'affaires de 30%. Au Prince Noir, Raoul Mine n'affiche que 2 des 3 étoiles auxquelles il pourrait prétendre. Il a aussi créé un petit menu moins cher, mais ne peut pas faire plus. C'est normal, on travaille avec du personnel, on a des charges sociales, on est taxé. Le TVA et tout ça, ça implique que nos prix sont automatiquement plus élevés que celui-là qui peut travailler sans personnel. À cela, les agriculteurs opposent d'autres contraintes. Par exemple, 85% des produits servis à la ferme doivent provenir de l'exploitation. Résultat, les sommeliers, qui ne faisaient que des céréales, élèvent aujourd'hui leurs poules, leurs canards, cultivent leurs potagers. Tout est pensé, même s'ils s'en défendent, pour le tourisme. Pas la panacée, mais ça nous permet au moins de rester là, d'entretenir le patrimoine et de garder nos terres. Oui, je crois que c'est... Sinon, vous les quittiez, les terres? Oui, il en était question. Alors faudra-t-il que les hôteliers retournent à la terre pour survivre à leur tour dans ces cantons ruraux? Smoking ou no smoking? Alain Resnais devra-t-il bientôt rebaptiser son film Fumeur ou non fumeur? Le Sénat a adopté hier soir en première lecture le projet de loi sur la défense de la langue française, défendu par le ministre de la Culture, Jacques Toubon. Alors que le franglais est mis au banc des accusés, la réciproque existe-t-elle au pays de Shakespeare, ou pardon, de Secoupoir? Les Anglais usent-ils et abusent-ils de termes français pour faire chic dans les dîners en ville? Réponse de notre correspondant permanent à Londres, Christian Marimonneau. Dieu est mon droit. La devise de la famille royale anglaise, héritée du roi normand Guillaume le Conquérant, fleurit sur toutes les façades du royaume. Autre trace du passage du roi d'Angleterre, la tour de Londres, la Bastille pourrait-on dire franco-anglaise. La première invasion française en Angleterre influençait la culture et bien sûr le langage de l'aristocratie britannique. Toujours avec rendez-vous, RSVP, will you please reply, répondez-vous s'il vous plaît. Et aussi, il y a des expressions françaises, surtout peut-être sportives. Depuis, la présence française a évolué, notamment dans la restauration. Ces noms font très chic et donnent une touche de notre savoir-faire dans ce domaine. Par exemple, au restaurant, le mot
anglais et restaurant. Et puis si je suis là, je veux choisir le hors d'œuvre, on dit hors d'œuvre. Si je veux mon petit beefsteak, que je ne dois pas dire maintenant en France, mais pour nous les Français, c'est le filet mignon. Beau lapsus. Ouvrons le dictionnaire. Mots français et anglais cohabitent dans une belle harmonie. Mais ce n'était pas le cas il y a 9 siècles. Il était formellement interdit de parler en anglais. Ici, en Angleterre, à tous les Anglais ont dû parler français. Et pour moi, si vous voulez, c'est une revanche assez douce. L'Institut français y contribue quelque peu. Les Britanniques préfèrent en tout cas le français dans sa version originale. Sauf quand c'est utilisé dans un menu anglais. Et puis ça, c'est vraiment du franglais. Je trouve la langue française si belle et si sexy. Le Britannique lève haut le drapeau. Ayant puisé dans tous les trésors linguistiques, il estime que l'anglais est devenu ainsi la langue universelle. Malgré les sempiternels conseils de prudence, la route a été une nouvelle fois assez meurtrière en ce week-end de grand départ. Cette nuit, dans l'Allier, une collision entre un poids lourd et une voiture a fait 5 morts et 2 blessés. La voiture à bord de laquelle se trouvaient les 5 victimes qui sortaient d'une boîte de nuit a été percutée de plein fouet à l'intersection d'un chemin départemental. Et en Seine-et-Marne, 3 morts dans une voiture qui a dérapé la nuit dernière avant de s'écraser contre un poteau électrique. Week-end qui marquait, je vous le disais, le début des vacances scolaires pour les habitants de la zone B. Beaucoup d'entre eux vont aller s'oxygéner en montagne, mais attention aux avalanches. L'alerte en ce moment est maxima. Comme pour les accidents de la route, il n'est jamais inutile de répéter les conseils de prudence les plus élémentaires. Reportage d'Agnès Varamian et de Raymond Chaplard dans la vallée de Chamonix. Le massif des Aiguilles Rouges au-dessus de Chamonix. 2500 mètres d'altitude, paradis blanc et vierge pour les skieurs de hors-piste, façade de tous les dangers pour les gendarmes de haute montagne. Ici, une coulée de neige a traversé la piste arrachant les filets. Coulée naturelle, mais le skieur dont on voit ici la trace n'était pas loin du danger, pas loin de déclencher lui-même une avalanche. Disons que le gars a pris un risque relativement important en sachant que la couche n'était pas stabilisée et qu'il pouvait très bien être pris dans une coulée à ce moment-là. On a presque de 2 mètres à 3000 mètres d'altitude, donc une quantité de neige énorme. Et avec le soleil que vous avez comme aujourd'hui, le soleil alourdit le manteau neigeux, ce qui provoque donc des ruptures du manteau neigeux, et donc une avalanche, une coulée. La catastrophe, la voilà. 3 skieurs dévalent la pente apparemment en toute sécurité. Mais leur seul passage déclenche une avalanche. Ceci n'est pas une simulation mais a été filmé par un vidéo-amateur il y a quelques semaines. Les skieurs n'ont pas été blessés. Le risque imprévisible et à peine calculable n'a pas le même sens pour un gendarme ou un surfeur. Le danger, il faut y penser. Mais il ne faut pas en avoir peur parce qu'on irait plus skier là où la neige est la meilleure. En fait, ce sont des gens qui pratiquent beaucoup de ski hors piste, voire des itinéraires de haute montagne, qui n'ont absolument pas d'appareil style appareil de recherche des victimes en avalanche, des ARVA, qui n'ont absolument rien pour être repérés en cas d'avalanche. Donc c'est ça qui nous inquiète énormément. À Chamonix, une centaine de couloirs d'avalanche sont répertoriés. Des déclenchements préventifs sont effectués, mais ils ne sont pas toujours possibles selon la météo. Risque 5, sur l'échelle des avalanches, le maximum, et pourtant chaque jour, des skieurs de l'extrême continuent de sillonner la montagne. Au 24 heures du Mans, motocycliste, c'est le Français Philippe Mouchet sur Ducati qui a pris à 15 h le meilleur départ. A signalé l'abandon de l'écurie Yamaha après la chute de Christian Sarron dans la 4e heure de course. Actuellement, c'est le Britannique Terry Reimer sur Kawasaki qui mène la course devant Alex Vieira sur Honda qui est actuellement à un tour. Cette année encore, ces 24 heures moto ont été placées sous très haute surveillance policière pour tenter bien sûr d'éviter les rodéos mortels qui avaient endeuillé l'édition 92. Près de 10 000 contrôles de vitesse et d'alcoolémie ont été faits depuis hier et seulement 9 motards présentaient des taux d'alcool supérieurs à la norme légale. Notre envoyé spécial Pascal Doucet-Bon a rencontré des motards sages. Scène ordinaire d'un jour de concentration motarde. Car Le Mans n'est pas seulement le grand rendez-vous de l'endurance moto, mais surtout le plus grand rassemblement de l'année. Ainsi donc, l'homo motardus aime à retrouver ses semblables aux abords des circuits, et ce, quelle que soit la météo. La course, elle, n'est qu'un prétexte. On aime bien voir le départ et tout ça, mais on va pas se tenir à regarder 24 heures une course. Hein. Bon, c'est sûr que on vient voir le départ et on vient pour l'ambiance aussi, hein, pour se retrouver entre copains, quoi.
Et comme le veut la légende, l'Homo motardus n'aime pas les contraintes et reste imperméable aux consignes anti-bière. Qu'on se rassure, la consommation d'alcool était tolérée dans le camping, à condition de rester piéton. En fait, personne ici n'a envie de revivre le drame de 92 et ses 9 morts. L'Homo motardus moderne a besoin de reconnaissance et souhaite s'ouvrir aux autres. Il y a tout un état d'esprit qu'il faut qu'on essaie de faire changer. Mais bon, encore, ça commence à venir, mais petit à petit. Il y a de tout. Il y a du cadre supérieur qui a sorti la moto le dimanche parce que les courses l'intéressent et puis il vient se gérer au milieu de tout le monde. Et puis bon, nous, on est au milieu, on ne voit pas si c'est un cadre supérieur ou si c'est un motard ou si c'est là. Et puis ça ira, puis il y en aura. Mais il y a toujours le bon vieux motard qui reste quand même à part de tout ça. Comme vous? Ben oui, je pense. Ils sont plus de 60 000 au Mans cette année. La plupart attendront dimanche après-midi pour remonter sur leur moto. Certains d'ailleurs n'auront pas vu grand-chose de la course. Il leur reste environ 18 heures pour se refaire une santé. Avant de vous souhaiter une excellente soirée, je vous propose maintenant de nous rendre sur le tournage d'un film intitulé Farinelli, du patronyme d'un castrat très célèbre au XVIIIe siècle. Le problème est de reconstituer exactement le son de cette voix forcément étrange. Un véritable casse-tête, si j'ose dire, pour les techniciens. Reportage de notre spécialiste des coupes au montage, Pascal Deschamps, sur des images de Philippe Montoisy. 65 sur 5A, première. Musique! Tous les jours, depuis 2 mois, ce jeune comédien italien entre dans la peau d'une rockstar du XVIIIe siècle. Carlo Broschi di Farinelli, enfant pauvre de Naples, devenu le plus célèbre castrat de tous les temps, mélange de Maria Callas et de Michael Jackson que toute l'Europe s'arrachait. Il n'y a qu'un seul Dieu et qu'un seul Farinelli, criaient par exemple les 200 spectateurs privilégiés de son premier concert à Londres, et c'était pareil partout, en Italie, en Allemagne, comme en Espagne. Il faut imaginer ces voix tout à fait étonnantes dans lesquelles il y avait l'élément masculin, féminin et même enfantin réuni qui donnait quelque chose de totalement étrange et qui bouleversait vraiment les gens à l'époque. Reconstituer la voix d'un castrat, c'est le défi de Gérard Corbiot et de son équipe. Cette voix perdue, oubliée depuis l'interdiction de la castration au siècle dernier. Leur idée, créer une voix nouvelle en mêlant une voix de soprano et une voix de contre-ténor qu'on entend ici, une première mondiale. Pendant que le tournage se termine, 2 grosses têtes de l'IRCAM tapotent sur leur ordinateur. Eux n'en sont qu'au début de l'aventure, qui va durer 6 mois. Point de départ de leur travail, un enregistrement de 40 minutes des airs du film chantés dans les parties graves par un homme et dans les parties plus aiguës par une femme. Démonstration. Après plusieurs traitements extrêmement sophistiqués, ils ont obtenu 2 secondes de voix recréée. Voici l'original et la voix du castrat. Ça reste de toute manière une voix imaginaire, en fait. Mais on est certain quand même d'être très proche de ce qu'était la voix de castrat. Ainsi, tandis que Stefano Dionisi travaille à donner à Farinelli un visage et des sentiments, d'autres travaillent à lui rendre 2 siècles et demi plus tard, ce qu'il avait sans doute de plus cher au monde, une des plus belles voix de tous les temps. Fin de ce journal, dans quelques minutes, émission spéciale du jeu 1 pour tous au profit de l'AICF. Vers minuit, le dernier journal en compagnie de Catherine Sellac. Bonne fête aux Benoît, ne coupez pas, comme dirait Farinelli. Dans un instant, la météo de Nathalie Riouet. À demain 13h, très bonne soirée, merci.